Je vais vous présenter les enjeux du système scolaire au Québec, c'est-à-dire principalement primaire et secondaire. Et à partir de là, je vais pouvoir présenter les alternatives, les positionnements des différents partis politiques et le projet qui est présenté par Québec solidaire. Alors, je commencerai par une présentation plus générale des enjeux. Et après, j'irai sur une feuille synthèse qui présente un peu le discours néolibéral, le discours de la droite d'un côté. D'ailleurs, je le mets à gauche, je vais mettre de l'inverse. et notre discours qui est de l'autre côté. Et donc, qui montre un peu la cohérence et des deux discours, là, et l'opposition de un face à l'autre. Donc, c'est une feuille synthèse qui pourrait nous aider à, par exemple, lors de porte-à-porte ou de différentes actions, avancer là-dessus. Alors, je débuterai par la vision néolibérale de l'éducation. Bien sûr, les transformations du système d'éducation sont en lien direct avec les transformations de la société. Les politiques, depuis une trentaine, quarantaine d'années, les politiques économiques, les politiques sociales, sont les politiques néolibérales. Ces politiques-là ont une origine, on se rappelle, dans les années, il y a eu une formation économique qui est disponible sur le site internet aussi, qui présente un peu ces origines-là du néolibéralisme. Donc, au début du 20e siècle, Grande Guerre, crise, révolution, on change, on réoriente un peu le capitalisme pour donner un mode qu'on va appeler par exemple keynésien ou fordiste, qui va mettre en place une série de services publics dans les pays du Nord, services publics, plus d'accessibilité, syndicalisation, et qui va prendre forme entre autres au Québec avec la Révolution tranquille, qui a au cœur de son projet l'éducation. L'éducation, la création d'un réseau, le ministère de l'Éducation, mais aussi d'un réseau public d'éducation fort, accessible, en grande partie gratuit, et qui a permis d'élever massivement le niveau de vie de la population québécoise. Donc l'éducation a vraiment été un moteur de croissance, d'amélioration et d'ascension sociale d'un peuple entier sur une période assez courte. Depuis une trentaine d'années, on se retrouve avec des politiques néolibérales. Ces politiques ont plusieurs aspects. Ce qui nous intéresse, nous, pour ce qui est de l'éducation, c'est, disons que ces politiques-là ont comme objectif global de rétablir le taux de profit des entreprises, donc d'augmenter les profits et de maintenir les privilèges de la minorité qui est plus riche. Et vous allez voir quelle forme que ça prend en éducation. Ça va prendre entre autres la forme de compression budgétaire, de privatisation, de flexibilisation de la main-d'œuvre et de désyndicalisation, de tentative de diminution du pouvoir syndical, plus précisément. On va se rendre compte aussi, quand on va regarder les événements internationaux, que ces politiques néolibérales-là ne sont pas mur à mur. Il y a eu des résistances, il y a eu des luttes syndicales, des luttes étudiantes qui ont fait qu'on a pu diminuer les attaques néolibérales, mais on a pu aussi faire certaines avancées dans cette période-là. Donc, tout dépend toujours du rapport de force et le mouvement syndical, le mouvement étudiant et la gauche politique sont trois acteurs majeurs dans ce cadre-là. Les politiques néolibérales en éducation, et là je suis rendu à la diapositive numéro 8, je vais vous donner une fois de temps en temps où je suis rendu. Donc, les politiques néolibérales en éducation, la vision de l'école, c'est une école qui développe les compétences pour permettre l'employabilité dans le cadre d'un réseau privatisé. Hein? Donc, le seul objectif de l'école, du primaire, secondaire inclus, bien sûr, ça va encore plus loin quand on voit l'école en formation professionnelle et en formation générale des adultes, mais donc c'est développer l'employabilité des futurs travailleurs-travailleuses au profit des entreprises. C'est ça l'objectif qui est au cœur, développer les compétences dans ce cadre-là, et à l'intérieur des réseaux privatisés. Privatisés de l'extérieur, c'est-à-dire création d'écoles privées, par exemple, ou de sous-traitance, mais aussi privatisés de l'intérieur, par les coupures budgétaires, la concurrence entre les écoles privées et ce qu'on appelle la nouvelle gestion publique, c'est-à-dire une gestion du réseau public comme s'il était une entreprise privée. Je vais y revenir. Le tout mène à un effet d'apartheid scolaire. L'apartheid scolaire, c'est-à-dire d'une discrimination
organisée entre les élèves et à une forme d'élitisme qui se développe. C'était aussi une vision utilitariste de l'éducation et c'est des attaques contre les conditions de travail et l'autonomie professionnelle du personnel, entre autres le personnel enseignant. Plus précisément, commençons par les coupures budgétaires. C'est le Parti québécois qui a été au cœur des plus grandes coupures des services publics qui a eu lieu. Première vague, au début des années 80, on se rappelle entre autres des grandes coupures de 1982. Les libéraux ont maintenu en partie le sous-financement. Et la deuxième grande vague, c'est le déficit zéro. Déficit zéro, à l'époque, c'était Marois, qui était ministre de l'Éducation, donc Pauline Marois. On a eu après Legault. Donc on voit que les deux des chefs de partis politiques actuels qui vont se présenter aux élections, ces deux anciens ministres de l'Éducation qui étaient présents et durant la plus grande période de coupure budgétaire qui a eu lieu des dernières années. Donc, déficit zéro à la fin des années 90 et après, le Parti libéral maintient le sous-financement en ajoutant encore en 2010 et en 2011 des nouvelles coupures dans les commissions scolaires. En plus de ce sous-financement-là, on se retrouve avec une privatisation et là, une montée continue de la privatisation des écoles au Québec. Et là, c'est vraiment quelque chose de spécifique au Québec, particulièrement dans le contexte nord-américain, parce qu'en Amérique du Nord, on a toujours l'impression que c'est plus privé ailleurs, puis qu'ici, on a plus de public. Dans les écoles, je vais donner l'exemple en Ontario, mais dans beaucoup d'États aux États-Unis aussi, l'État, les subventions, financent 1% du budget des écoles privées. Il y a seulement 1% du budget des écoles privées qui est financé par le public. Au Québec, c'est 60%. Donc, on se retrouve avec un réseau privé ultra subventionné qui est sélectif. Il est sélectif, ça veut dire que, en grande majorité, les écoles privées sélectionnent les élèves sur deux bases, sur une base monétaire ou sur la base des notes. Et de cette façon-là, c'est pas une école qui accueille tout le monde, mais qui fait de la discrimination. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec les populations qui se retrouvent dans les écoles privées. Par exemple, les dernières statistiques disaient que les familles de plus de 60 000 qui gagnaient plus que 60 000 par année, ça représentait 30% de la population, mais c'était 60% de la population des écoles. Et ceux de moins de 60 000, ben là, vous voyez que ça formait le reste. Donc, il y a du monde de la classe moyenne dans les écoles privées, mais les écoles privées, nécessairement et de façon très marquée, c'est du monde plus riche, plus fort, et on se retrouve donc à subventionner des écoles qui ont les élèves les plus faciles. Et si quelqu'un pose problème, il est expulsé. Et là, c'est comme si on se disait, ben, on a un hôpital pour des malades plus difficiles, puis un hôpital pour des personnes qui sont moins malades. Fait qu'on va donner l'argent où les malades ont moins de besoin, puis où il y a des malades qui ont besoin de beaucoup de services, de soutien, on va couper. C'est un peu ça la logique dans laquelle on est. Et année après année après année, il y a plus d'élèves qui vont vers le privé. Et donc, il y en a moins dans le public, ce qui crée une spirale. Et là, ça crée une spirale où, au public, il y a deux choses qui se passent. Il y a premièrement une concurrence. Le public, pour sauver sa peau, au lieu de contester la subvention au privé, ils ont dédoublé en faisant des projets sélectifs, eux autres aussi. On se retrouve avec du hors-études, du sport-études, international. C'est bon qu'il y ait de la diversité. Vous allez voir la position de Québec solidaire, c'est pour cette diversité-là, mais c'est sélectif présentement. Donc, dans le système public, on a une sorte de mini-école privée qui se développe aussi. Et là, ben, ce qui reste, c'est que la majorité des élèves au Québec se retrouvent en classe régulière, où on a eu un effet d'écrémage en enlevant les élèves qui stimulaient souvent les groupes et qui pouvaient aider tout l'ensemble de la classe, mais aussi un autre phénomène qui est en lien avec les coupures budgétaires, c'est l'intégration massive des élèves en difficulté sans service. Et là, on a vraiment un portrait de la situation des écoles québécoises. On avait des élèves en difficulté qui étaient parfois en classe spéciale, parfois en classe régulière, mais avec beaucoup de services.
Et là, le processus, c'est les rentrées en classe régulière, mais les coupures, l'intégration s'est faite en coupant dans les services aux élèves en difficulté. Alors là, on a une dégradation marquée de l'école qui se met en place dans ce cadre-là. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'apartheid scolaire. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on veut changer avec Québec solidaire. Ajoutons à ça, pour finir avec les écoles privées, qu'il y a des études qui sont sorties sur le sujet, entre autres en France, qui viennent de sortir, c'est très intéressant, qui montrent que plus dans un département, il y a de diversité scolaire, c'est-à-dire une offre de privé ou de public sélectif, et donc plus que les parents choisissent leur école, puis que les écoles choisissent leurs élèves aussi, puis plus la moyenne des élèves est faible. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les écoles privées ou sélectives, les élèves qui sont là, ils vont pas plus loin, ils n'ont pas les meilleures notes, ils n'ont pas plus de réussite. Mais ceux qui n'y vont pas, eux, ils ont moins de réussite. Une classe, et les études plus précises montrent qu'une classe qui va être idéale pour l'ensemble de la société, c'est une classe hétérogène, un tiers faible, un tiers moyen, un tiers fort. Les forts vont stimuler la classe, mais les moyens, les faibles vont donc créer une dynamique qui va permettre à chacun de se développer. Et on va pouvoir, par des options, par du parascolaire, permettre à répondre aux besoins de chacun. Puis s'il y en a qui vont être plus stimulés, va aller plus loin en sciences, aller plus loin en art, aller plus loin en international, en sport, il y a tout des mécanismes qui peuvent se mettre autour. On est aussi au Québec dans une tendance de prise de contrôle du réseau public par le privé. On pense entre autres à deux grands PDG de multinationales. Ménard, qui a fait le rapport Ménard, qui vient de la Banque de Montréal. Donc, quoi de mieux qu'un président de la Banque de un grand dirigeant de la Banque de Montréal pour savoir quoi faire en éducation. Donc, il s'est payé des experts qui ont fait une étude à son nom. Puis là, il est en train d'influencer fondamentalement les orientations du ministère de l'Éducation. Et à côté de ça, il y a bien sûr la FLAC, c'est-à-dire la Fondation Lucie et André Chagnon. Donc, Chagnon, ex-PDG de Vidéotron, qui avait fait tout son argent sur un monopole. Vidéotron, c'est un monopole. Il avait, après, tout ce qui était en dehors de son monopole, ça avait fait faillite, mais son monopole, il a fait de l'argent avec. Puis quand il a privatisé... Fortement subventionné. Quand il a privatisé ça, quand il a vendu son monopole... Fortement subventionné, oui, je veux dire. Fortement subventionné. Et quand il a vendu son monopole, notre ami Chagnon a fait toute une passe fiscale pour finalement se ramasser avec une énorme fondation puis, qui est en train de prendre le contrôle des orientations du système public. Chagnon et Ménard sont liés ensemble dans toute une série de mécanismes qui tentent de prendre le contrôle, entre autres, des instances de concertation régionale sur la réussite scolaire et d'imposer leur vision. Leur vision, c'est une vision de gestion de l'école comme une entreprise. C'est une vision qui est développée au niveau international, et je vais même donner des exemples, qui se nomme, dans sa façon, qui se nomme la nouvelle gestion publique. C'est une gestion axée sur les résultats. Et l'idée, c'est qu'il faut donner des objectifs chiffrés et atteindre et mettre de la pression pour atteindre ces objectifs-là. En fait, il faut faire comme une entreprise. Mais dans une entreprise, les objectifs chiffrés, c'est de l'argent. Donc, c'est correct qu'une pièce, ça vaut une pièce, mais quand tu tombes dans le réseau public, puis que l'objectif, c'est chiffré, mais là, c'est des élèves qu'on a. Donc, ce qu'on veut, c'est faire cheminer les élèves. C'est pas juste atteindre un taux de réussite, un taux de moyenne de groupe ou un taux de diplomation plus ou moins fort. Alors, je vous l'explique plus en détail. La nouvelle gestion publique, c'est un courant de pensée et de gestion des services publics qui est basé sur la critique de l'État-providence, des programmes universels et qui est opposé au mode professionnel des services publics avec une conscience professionnelle basée sur l'intérêt général. C'est la vision néolibérale de la gestion. Donc,
les travailleurs, travailleuses des services publics sont vus comme des êtres égoïstes. Et si on veut les faire travailler mieux, quoi de mieux que la carotte ou le bâton? Donc, on les évalue, ils deviennent responsables des programmes et des travails et des résultats de tout le travail qu'ils font, et on leur donne idéalement une paye au mérite pour les faire avancer plus vite. En plus de ça, la nouvelle gestion publique a une vision des structures. Cette vision des structures-là, c'est une vision où on a une centralisation des orientations en haut. Ici, on parle par exemple du ministère. On a une élimination des paliers intermédiaires. Et là, ils vont Commission scolaire. Comme l'équivalent des commissions scolaires. C'est l'histoire de CAQ, hein? Et ça, c'est l'élimination et là, ils vont dire beaucoup, c'est une élimination de la bureaucratie. Et ils vont parler d'autonomie locale. Mais quand on parle d'autonomie locale, de quoi on parle? On parle non pas, là le discours ça va être, c'est les autres qui sont à la base, c'est les autres qu'il faut qu'ils décident. En fait, c'est donner tout le pouvoir à la direction de l'établissement pour qu'elle puisse gérer les ressources humaines et matérielles comme elle veut, engager son personnel, le mettre à la porte et le gérer à sa façon. Le tout dans cette autonomie locale-là où les employés sont imputables et sont évalués et idéalement payés au mérite. Nathalie Mons, qui est une chercheure, en Europe sur la question de la gestion par résultat en éducation, elle explique ça comme ça. Évaluation standardisée des élèves pour mesurer la production de services publics et juger de l'efficacité des acteurs ayant de l'autonomie, c'est-à-dire l'école, les enseignants. Et là, je vais continuer là-dedans un peu, mais vous allez voir que la CAQ, c'est ce qu'ils propose, mais aussi la ministre actuelle de l'Éducation libérale, et vous allez voir que le PQ a mis les premiers fondements. Alors, je vais y aller, mais ce que je vous parle là, c'est pas quelque chose qui est théorique, et c'est en partie en train d'être appliqué au Québec. Alors, il y a toute une série de critiques qui viennent avec ça. Critiques de la nouvelle gestion publique, entre autres sur le fait, et ça, c'est des critiques qui vont venir de la gauche et du mouvement syndical, c'est de dire, bon, premièrement, le néolibéralisme en général, ça génère des inégalités, des crises, mais plus précisément, c'est que le bien public, c'est pas une marchandise. Aider les élèves à se développer, c'est pas gérer des statistiques, c'est deux choses qui sont d'un autre ordre. La nouvelle gestion publique, c'est aussi basé sur les punitions et les récompenses et l'obéissance. C'est démotivant pour les professionnels, démotivant pour les enseignants, les professionnels, le personnel de soutien. C'est pas comme ça. Les recherches en sciences de la gestion nous montrent que pour faire avancer les professionnels, pour faire avancer le personnel, il faut répondre à leurs besoins d'autonomie, se sentir libre, pouvoir se développer son expertise, son sentiment de compétence, se sentir efficace dans ce qu'on fait, et enfin son besoin d'affiliation sociale, se sentir valorisé dans le travail, sentir que c'est pertinent ce qu'on fait, puis avoir une bonne cohésion d'équipe. Alors que eux, c'est la carotte et le bâton. Vous voyez qu'il y a deux visions qui se développent. C'est un peu comme la Finlande. Oui, je vais venir justement sur le modèle de la Finlande. Vous allez le voir, là, mais c'est exactement ça. Je vais opposer les États-Unis à la Finlande pour montrer les deux modèles. Exactement. Pour la concentration sur les résultats quantitatifs ciblés, hein, c'est souvent au détriment de la qualité. Donc, on vise juste les cibles. Et enfin, l'élimination des paliers intermédiaires. Les paliers intermédiaires, par exemple les commissions scolaires, c'est des lieux de démocratie régionale. C'est des lieux d'équité qui fait que c'est pas l'école la plus riche qui a le plus d'argent, mais c'est un lieu de redistribution. Et c'est aussi un lieu d'influence syndicale, ce qui est tout à fait déterminant pour maintenir le niveau de qualité et les conditions, non seulement les conditions de travail, mais il faut se rappeler que le mouvement syndical, par exemple au Québec, dans le mouvement enseignant, les principales revendications des 10 dernières années, ça a été diminuer le nombre d'élèves par classe, augmenter les services aux élèves en difficulté, puis diminuer la précarité. Pour ces trois revendications centrales-là, la qualité de l'éducation en est le résultat direct. Hein? Augmenter les services aux élèves en difficulté, baisser le ratio, il y a un lien direct avec la qualité de la formation et stabiliser le personnel aussi en diminuant la précarité aussi. Donc on se retrouve avec l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, George Bush, en 2000, a mis sur pied le programme
No Child Left Behind. C'est un programme qui, malgré le fait que c'est seulement 7% du budget de l'éducation qui vient du fédéral, puis ils ont attaché ce programme-là à toute une autre série de programmes du gouvernement, puis on dit si vous ne l'appliquez pas, on vous coupe vos transferts. Et donc, même si le fédéral ne finance pas beaucoup, ben, le transfert de l'argent fédéral dans d'autres dossiers est dépendant de ça. Alors, le principe de ça, c'est qu'il faut des tests obligatoires pour uniformes standardisés pour les élèves et en fonction des résultats, hein, si le niveau atteint est assez bon en maths et en lecture, ben, il va avoir ou non subvention à l'école ou on peut aller jusqu'à la fermeture de l'école. Je vais y revenir. On développe avec ça la paye au mérite sous plusieurs modèles.